conseillère en employabilité. Je suis conseillère en développement économique et employabilité ici au RD Canada et je m'occupe du secteur de la petite enfance, les projets entrepreneuriaux en petite enfance. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir vous donner l'information dont vous avez besoin en tant que travailleur venant de l'extérieur du Canada et que l'information dont vous avez besoin pour pouvoir commencer vos processus d'immigration ici au Canada. Avant que nous passions au webinaire proprement dit, qui sera présenté par Chantal Ducasse, qui est consultante agréée en immigration, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Je voudrais juste prendre un petit peu de temps pour vous parler de la plateforme de maillage que nous avons mis en place ici au RD Canada avec la collaboration de nos RD membres à travers les provinces et territoires. C'est un outil qui est vraiment très utile et qui permet de mettre en relation en fait nos employeurs francophones qui sont hors Québec et qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, expérimentée dans les secteurs de la petite enfance et de l'enseignement. Donc, si vous me permettez, je vais juste partager mon écran avec vous pour pouvoir vous présenter la plateforme de maillage. Alors, la pandémie est venue avec beaucoup de problèmes et ça touche beaucoup de secteurs d'activité au niveau de l'économie canadienne, en particulier le secteur de la petite enfance et de l'enseignement. Quand on parle de l'enseignement, on parle du primaire et du secondaire. Alors, le RD Canada a réfléchi avec ses membres comment faire pour venir en aide à nos employeurs francophones qui sont dans les communautés francophones en situation minoritaire, donc qui sont en dehors de la province du Québec. Comment faire pour les aider à pouvoir recruter de la main-d'œuvre pour résorber la pénurie de main-d'œuvre. Alors, nous sommes venus avec l'idée de la plateforme de maillage. Et cette plateforme de maillage permet donc de mettre en relation les employeurs et les chercheurs d'emploi, aussi bien au niveau canadien, enfin les chercheurs d'emploi qui viennent du Canada et ceux-là qui viennent de l'international. Alors, c'est une initiative de recrutement et de rétention de main-d'œuvre dans le secteur de la petite enfance et de l'enseignement. Et c'est vraiment un moyen pour aider nos employeurs à rechercher la main-d'œuvre dont ils ont besoin pour occuper les postes dans leur organisme. Alors, sur cette plateforme aussi, nous offrons un soutien donc aux services de garde et aux conseils scolaires qui sont principalement les employeurs sur la plateforme, enfin, dans le secteur de la petite enfance et de l'enseignement. Et puis, donc, c'est une solution unique, cette plateforme, pour aider ces deux secteurs avec le processus de recrutement qui est déjà assez compliqué parce que ce sont des secteurs qui sont très réglementés ici au Canada, dépendamment de quelle province ou de quel territoire dans lequel on se trouve. Alors, la plateforme, je vais vous expliquer le processus un peu plus tard. Donc, comme je voulais mentionner, c'est vraiment permettre aux employeurs de trouver de la main-d'œuvre. Donc, ça va dans les deux sens. Il y a les employeurs qui affichent des offres d'emploi sur la plateforme. Ça leur permet d'abord de se faire connaître et aussi de mettre les offres dont ils ont besoin de combler. Et les chercheurs d'emploi, évidemment, ils sont sur la plateforme pour pouvoir faire connaître leur habilité, leur capacité ou leur expérience, ainsi que leur formation qu'ils ont obtenue dans leur pays d'origine
ou au Canada pour pouvoir aller exercer dans ces deux secteurs d'activité. Quels sont les avantages de la plateforme? Alors, la plateforme peut être accessible via ordinateur, téléphone intelligent ou tablette. C'est une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24 et elle est en continu et donc durant toute l'année. Alors, cette plateforme offre un répertoire de tous les emplois en petite enfance et en enseignement en dehors du Québec. Donc, avec les inscriptions que nous recevons des candidats qui soient au Canada ou à l'extérieur du Canada, donc nous constituons une base de données de tous les chercheurs d'emploi dans ce secteur-là. Et une fois que nous avons les employeurs et les candidats sur la plateforme, ça permet en fait à la plateforme de fonctionner seule et de faciliter le maillage entre les chercheurs d'emploi qualifiés ou ayant de l'expérience avec les employeurs francophones. Alors, sur cette plateforme, les employeurs peuvent, une fois qu'ils ont accédé au CV des chercheurs d'emploi, ils peuvent programmer directement des entrevues sur cette plateforme avec les candidats qu'ils ont sélectionnés et qui correspondent à leurs critères. Et ils peuvent aussi gérer les offres d'emploi qu'ils mettent sur la plateforme, c'est-à-dire les offres d'emploi qui sont disponibles, les offres d'emploi qui ont été pourvues, le profil des chercheurs d'emploi. Donc, ils peuvent aller accéder dans la base de données au profil de tous les chercheurs d'emploi dans ces deux secteurs. Donc, comme on est en train de faire maintenant, on peut faire aussi des ateliers virtuels et des salons d'emploi sur la plateforme. Ça peut être fait par Aider Canada, ça peut être fait par un de nos membres, ça peut être fait aussi par les employeurs. Et la chose qui est aussi bien sur la plateforme, c'est que nous avons des ressources humaines qui sont disponibles sur la plateforme pour pouvoir apporter un appui aussi bien aux employeurs qu'aux candidats en ce qui concerne leurs besoins. Alors, comment ça fonctionne, cette plateforme de maillage? Vous allez d'abord faire une inscription sur le site carrière-pee.com. Donc, aussi bien les chercheurs d'emploi que les employeurs vont s'inscrire sur la plateforme. Et puis, sur cette plateforme, vous avez aussi accès au calendrier de tous les événements qui sont planifiés sur la plateforme. Et nous avons aussi des ressources qui sont disponibles, par exemple, des guides d'accréditation pour la reconnaissance des acquis, pour les chercheurs d'emploi qui ont une formation dans leur pays d'origine ou qui ont de l'expérience et qui veulent que leur diplôme soit reconnu ici au Canada. Il y a tout un processus qui est mis en place selon les provinces et les territoires. Donc, vous pouvez avoir toutes ces informations-là sur le site carrière-pee.com sous l'onglet ressources. Alors, une fois que vous êtes inscrit sur ce site Internet, vous allez on va vous donner accès à la plateforme de maillage proprement dite, qui est emploi.carrière-pee.com. Et une fois que vous accédez à cette plateforme, vous allez pouvoir créer votre profil. Donc, vous allez télécharger votre CV, vous allez y mettre votre lettre de présentation et comme ça, les employeurs peuvent accéder à vos CV et à votre profil pour pouvoir faire la sélection des candidats qui les intéressent. Alors, c'est la même chose aussi pour les employeurs parce que tous les employeurs ne sont pas qualifiés pour être sur cette plateforme. Ce sont les employeurs francophones qui sont issus des communautés francophones en situation minoritaire au Canada, donc en dehors du Québec, qui peuvent s'inscrire sur cette plateforme. Donc, il faut qu'on s'assure qu'ils correspondent aussi aux critères de sélection. Et une fois que vous êtes validé, que vous avez créé votre profil,
là, le maillage peut commencer à se faire. Les chercheurs d'emploi vont aller sur la plateforme pour accéder aux offres. Vous pouvez postuler aux offres sur la plateforme. Et la même chose, les employeurs peuvent aller sur la plateforme et ils peuvent sélectionner les candidats qui les intéressent et planifier des entrevues euh, pour, pour continuer leur processus d'embauche. Alors, pour les chercheurs d'emploi, c'est juste pour résumer un peu ce que je viens de dire. Donc, la première étape, c'est vous inscrire sur le site. Il y a un formulaire qui est disponible. Il y a deux formulaires qui sont disponibles. Il y a un formulaire qui est disponible pour les candidats qui viennent de l'extérieur du Canada. Et puis, il y a un formulaire qui est disponible pour les candidats qui sont sur place, sur le sol canadien. Alors, la deuxième étape, une fois que vous inscrivez, nos ressources vont analyser votre candidature en fonction des critères que nous avons déjà préétablis. Et si vous êtes validé, vous allez recevoir une autorisation d'accès à la plateforme et vous allez pouvoir créer votre profil, télécharger votre CV et puis visiter les kiosques des employeurs. Alors, pour les employeurs, c'est à peu près la même chose. Donc, la première étape, c'est l'inscription. Donc, ils sont aussi présélectionnés selon les critères préétablis. Et puis, nous, les ressources, nos ressources qui travaillent sur la plateforme vont valider les employeurs aussi. Et puis, ils vont aussi regarder les postes qui sont proposés en fonction des critères d'admissibilité. Et la troisième étape, c'est donc l'accès à la plateforme. Une fois qu'ils sont validés, ils peuvent accéder à la plateforme pour poster leurs offres et puis inviter les candidats qui les intéressent à des entrevues. Alors, les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont disponibles pour vous venir en aide. Donc, leur rôle, c'est essentiellement d'examiner les formulaires d'inscription de candidature et d'employeurs, des candidats et des employeurs. Donc, ils orientent aussi bien les employeurs que les candidats dans le processus de recrutement ou de recherche d'emploi. Donc, vous pouvez avoir de l'aide, obtenir de l'aide pour adapter votre CV au format canadien, par exemple, ou bien si vous avez besoin de comprendre un petit peu le processus d'embauche ou les processus d'entrevue au Canada, comment ça se passe. Donc, elle peut vous aider avec ça. Et pour accompagner les employeurs, c'est essentiellement comment les aider pour afficher leurs offres sur la plateforme et aussi les aider à être outillés pour savoir les différents programmes qui sont disponibles en immigration et quel est leur rôle dans le processus pour inviter des candidats à l'étranger à venir travailler sur le sol canadien. Et la dernière des choses, c'est que nos ressources peuvent aussi représenter des employeurs qui ne souhaitent pas être directement sur la plateforme. Donc, ça, c'est aussi un de leurs rôles. Alors, cette carte ici, ça représente justement le maillage, un petit peu comment ça se passe. Nous avons 5 pôles d'aide de nos ressources humaines qui sont localisés au territoire du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario ou en Nouvelle-Écosse. Donc, ces ressources-là sont là pour vous. Si vous allez sur le site carrière-pe.com, dans l'onglet « Contact », vous pouvez toujours entrer des informations si vous avez des questions par rapport à la plateforme ou au processus d'inscription ou comment postuler sur des offres. Elles seront plus que heureuses de vous aider dans votre démarche. Donc voilà ma petite présentation sur la plateforme de maillage. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat ou bien les poser maintenant. Ou bien vous pouvez aller sur le site carrière-pe.com et entrer vos questions remplir le formulaire de questions et puis on pourra vous répondre par courriel. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'instant? Oui, bonjour, j'ai une question.
Merci encore pour la présentation. Ma question, c'est la suivante. Je suis travailleur étranger temporaire et je suis à Montréal et je travaille avec des enfants comme gardien d'enfants. Est-ce que je peux m'inscrire étant donné que mon statut, c'est pas résident, mais travailleur étranger? En fait, ça dépend des employeurs qui veulent s'engager avec quel type de chercheurs d'emploi. Si vous avez l'autorisation de travailler au Oui. Canada, je pense que vous avez la possibilité de vous inscrire sur la plateforme pour appliquer à des postes. Ça n'a pas d'importance que vous soyez au Québec ou au Manitoba. Euh, les seules personnes qui ne peuvent pas être sur la plateforme, c'est en fait les employeurs qui viennent du Québec. Ah, Euh, d'accord. si vous êtes chercheur d'emploi, Oui. vous avez le permis de l'autorisation de travailler au Canada, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. Oui, mais j'ai tenté de faire ça, sauf que la plateforme me demande de choisir mon statut. Donc, ça ne me donne pas l'option comme étrangère, comme travailleur étranger. Donc, il faut que je m'inscris comme étant dans mon pays. OK, ce que vous pouvez faire, madame, c'est que vous pouvez aller sur carrière-pe.com Oui. et entrer votre question dans le formulaire. Ah, Une de nos ressources humaines, une de nos coordinatrices va vous contacter pour vous donner un peu plus de détails. Alors, ce que je voulais simplement dire, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir des questions. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est laisser la parole à notre consultante Chantal Cadas faire la présentation du webinaire. Et à la fin, nous allons avoir Chantal. Allô? Oui, je te laisse la parole. Oui, alors ben merci. Alors, ça a coupé pendant un petit moment. Je vois plusieurs commentaires sur des gens qui n'ont pas de son ou qui n'entendent pas. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais peut-être vous pouvez sortir du webinaire pour revenir par la suite. Moi, j'ai failli faire ça là parce que ça a coupé pendant un petit moment. En tout cas, je vais maintenant partager mon écran. Alors, est-ce que là, tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon? Oui, Encore une fois, j'espère que le son est OK. Je crois que moi, je crois que je m'entends aussi, mais bon, c'est pas grave. oui, j'entends. Euh, voilà. Alors déjà, pour me présenter un petit peu, donc moi, oui, c'est Chantal Cadas. Moi, je suis consultante réglementée, effectivement, au fédéral, mais aussi au provincial. Et puis surtout, moi, je suis une immigrante moi-même. Donc, je sais ce que c'est que de changer d'environnement et de pays, etc. Alors aujourd'hui, le focus, comme Adèle nous l'a présenté, c'est vraiment les métiers de la petite enfance et de l'enseignement en Québec. Juste pour donner un petit sommaire de comment on va procéder. D'abord, je vais vous donner un point d'actualité, parce que c'est important de savoir de façon générale qu'est-ce qui se passe au Canada. Ensuite, on va vraiment entrer dans le vif du sujet au niveau de l'immigration. Puis, il y aura un point documentation. Et puis ensuite, on va vous laisser la parole et puis répondre à vos questions. Alors, point d'actualité chiffré. Il faut savoir qu'avec la pandémie, le Canada, beaucoup de programmes, en tout cas d'immigration, étaient bloqués. Maintenant, au fur et à mesure, les programmes se réouvrent. Et le Canada mise sur l'immigration pour justement assurer la reprise de l'économie et puis aider justement les employeurs. Et bien sûr, comme Adèle l'a parlé de pénurie, c'est vraiment une façon de pallier à cette pénurie de main-d'œuvre. En termes de nouveaux immigrants, ce sont 465 000 immigrants qui sont attendus en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025. Je peux vous dire que ce sont des chiffres records.
On est à plus d'1 450 000 personnes. Donc, c'est vraiment, en fait, on va dire, c'est peut-être vraiment un bon moment pour justement lancer des projets d'immigration, se tourner vers cette destination qui est le Canada. Pour autant, c'est sûr que l'immigration, c'est un domaine qui est strict et il faut quand même respecter certaines choses pour être pioché, entre guillemets. Hors Québec, pourquoi? Parce que déjà, la RDEE, c'est hors Québec, mais aussi hors Québec parce qu'une fois que vous passez hors Québec, il y a plusieurs programmes d'immigration qui se débloquent. Et il faut voir que, de façon politique, le Canada a besoin de francophones. Le pays est bilingue, donc anglais et français. Et on voit que beaucoup de francophones vont au Québec, naturellement, puisque c'est là où le français est le plus populaire. Mais on veut aussi des candidats francophones hors du Québec. Donc, c'est pour ça qu'il y a des programmes d'immigration spéciaux qui sont justement là pour attirer cette main-d'œuvre francophone et les francophones en général hors du Québec. Encore une fois, si vous avez des questions RH, type de quelle certification j'ai besoin, est-ce qu'un candidat sans diplôme peut être considéré, est-ce qu'il y a un quota à respecter entre les diplômés, les non-diplômés, etc., etc. Ça, là, ce ne sera vraiment pas la question. Je vous invite vraiment, encore une fois, à vous rapprocher de la plateforme de maillage. Et il y a des guides. Il y a un guide professionnel pour la petite enfance. Pareil, il y a un guide professionnel pour le secteur de l'enseignement. Allez-y, allez voir par province qu'est-ce qu'il faudrait pour tel métier au niveau purement ressources humaines. Maintenant, les travailleurs, alors ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un exemple et j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Disons qu'on a Josh qui va trouver une offre d'emploi au Canada. Donc, Josh, il veut faire, par exemple, directeur de l'éducation pour une entreprise X ou aide éducateur pour l'entreprise Y. Maintenant, cette entreprise Y-là, elle est prête à recruter Josh. Donc, on a Josh qui veut venir au Canada et l'entreprise Y qui veut Josh. Donc là, normalement, on est bon, on signe un contrat et c'est parti. On commence à travailler et on vient au Canada. Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Pourquoi? Parce que le Canada va d'abord protéger la main-d'œuvre locale, les Canadiens et les résidents permanents qu'elle a sur place. Du coup, il faudra aller demander une autorisation au gouvernement pour pouvoir aller recruter le travailleur étranger. Alors, je vois que dans l'audience, je peux détecter qu'il y a des employeurs aussi. On a fait une session pour les employeurs. Donc là, aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose, mais on est du côté travailleur. Donc, à vous, les travailleurs, comment ça va se passer pour demander cette autorisation-là au gouvernement? Il faudra passer par l'employeur, il faudra passer par ce qu'on appelle une EIMT. Donc, EIMT, ça veut dire quoi? Ça veut dire étude d'impact sur le marché du travail. Une EIMT positive, ça veut dire que oui, on vous accorde le droit d'aller chercher la main-d'œuvre hors du Canada parce que la pénurie est actée et parce qu'il y a un besoin. Donc, EIMT côté employeur. Vous, les travailleurs, vous ne pouvez pas faire cette démarche de EIMT pour l'employeur ou alors essayer de faire un arrangement payé pour l'employeur. Non, ça ne peut pas être possible de le faire. Il faut vraiment que la démarche vienne de l'employeur. Une fois que l'employeur reçoit le EIMT, donc on a dit que c'est l'étude d'impact sur le marché du travail qui va aller permettre de recruter le travailleur étranger. À ce moment-là, côté travailleur, la démarche sera un permis de travail. Donc, c'est vraiment là où on va venir au Canada et on pourra s'y installer pour travailler. Et bien sûr, il y aura un certain nombre de documents. Alors, est-ce que je peux demander à ceux qui n'ont pas coupé leur micro de juste couper leur micro? C'est plus agréable pour tout le monde. Donc, bien sûr, pour cette démarche de permis de travail, il nous faudra le EIMT
Donc, c'est vraiment une lettre en fait, qu'on reçoit avec un numéro de IMT. Et puis, bien sûr, il faudra aussi les contrats de travail, les lettres d'offre d'emploi, etc., etc. On aura un topo sur la documentation juste après. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que en tant que francophone, vous avez aujourd'hui un programme qui n'est pas assez connu à mon avis et qui est peu connu des employeurs, que vous pouvez mettre en avant, qui va vous permettre justement de faciliter tout ce process de recrutement-là. Et c'est très important parce que finalement, ce sera à vous de le mettre en avant lors de vos entretiens si l'employeur ne connaît pas ce programme-là qui est fait pour les francophones. Donc, cette facilité qui est faite pour les francophones. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le Canada aujourd'hui, à l'échelle mondiale, est victime de son succès, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes à côté d'immigrants qui viennent de Chine, d'Inde, de Pakistan, de partout dans le monde. Donc, ils ne sont pas forcément au courant de ce qu'il y a en immigration. L'immigration, ça fait peur. L'immigration, c'est la bête noire. Donc, c'est vrai que c'est à nous, les professionnels de l'immigration, mais aussi à vous, les travailleurs, de rassurer un peu sur votre cas et votre situation. Et surtout, d'utiliser cette arme-là, on va dire, pour vous vendre tout simplement, à côté, bien sûr, de vos compétences et de tout ce que vous savez faire. Alors, la mobilité francophone, ça marche comment? Déjà, il faut qu'on soit hors Québec. On est d'accord que là, on fait venir des francophones hors Québec. Ensuite, ce n'est pas pour tous les postes, tous les emplois. Donc, on parle de postes de niveau 0A ou B, ou alors faire 0, 1, 2, 3. Donc, ça, c'est un peu le langage technique, mais tout simplement, ça veut dire que la position, le travail, le job, l'emploi, on peut l'appeler comme on veut là, que vous avez, correspond à un certain niveau de responsabilité, un certain niveau de spécialisation ou une technicité particulière que vous avez développée. Donc, en fonction de vos titres de poste, en fonction de vos métiers, il faudra justement aller voir si vous correspondez à un emploi qui va être éligible pour la mobilité francophone. Je vous donne un exemple. Par exemple, si demain je suis, comme j'ai dit, Josh, il était quoi? Je crois qu'il était aide éducateur. Ou alors il était directeur voilà, dans un service de l'éducation en enfance. Est-ce que ça va correspondre à un poste qui a un niveau de responsabilité, qui a un niveau de gestion, ou ça implique un niveau de gestion? Oui. Donc là, on va se dire, oui, on est bon pour ce point-là dans la mobilité francophone. Ça va passer. Maintenant, s'il y avait par exemple Joshua, et Joshua, il veut être serveur dans une cantine, ou alors une cafétéria d'une petite école. Est-ce que ça va être considéré comme un poste niveau 0A ou B, faire 0, 1, 2, 3? Ou alors on peut dire aussi travailleur qualifié. C'est vraiment cette notion de qualification, qualifié. Tout simplement non, parce que le métier de serveur n'est pas reconnu au Canada comme faisant partie des métiers qualifiés. Voilà, c'est vraiment au niveau de l'immigration. Là, on pense immigration. Et rien d'autre. Ensuite, l'employeur devra présenter son offre d'emploi et payer des frais de conformité. Donc, il faudra quand même demander une certaine autorisation là, au gouvernement. Le Canada veut tracer et traquer les personnes qui rentrent sur le territoire. Donc, l'employeur a quand même quelque chose à faire. Maintenant, là où c'est aussi facilité, c'est que financièrement et au niveau timing, au niveau du temps que ça va prendre, ce sera beaucoup moins lourd qu'une démarche avec EIMT, donc une démarche classique pour les travailleurs étrangers. Pour vous donner une idée concrète sur une démarche de IMT, simplement pour les frais de gouvernement, on parle de 1 000 $ par poste. Donc, si demain j'ai une IMT où il y a 10 postes, pour l'employeur, ce sera 10 fois 1 000 $ égale 10 000 $. Avec cette mobilité francophone-là, quand ils soumettent l'offre sur un portail particulier qui s'appelle un portail employeur qu'ils ont bien à eux, ça va coûter 230 $ par personne. Donc, vous voyez bien là, on est quand même sur une grosse différence de coût. Et ça aussi, ça joue finalement en votre faveur à ce niveau-là.
Aussi, je voudrais revenir sur quelque chose. C'est la mobilité francophone. On dit francophone. Qu'est-ce qu'on appelle francophone? Bien sûr, c'est la personne qui parle français et où le français est sa langue quotidienne. Mais des fois, en fonction des pays, il faudra pouvoir le prouver. Ce n'est pas que forcément des gens qui viennent de France ou de Belgique qui sont francophones. On a l'Afrique francophone, on a d'autres pays, ou alors d'autres personnes qui sont dans d'autres pays non francophones et qui parlent français. Donc, des fois, il faudra prouver avec un diplôme que vous avez étudié en français ou alors un test de français reconnu par le gouvernement canadien que vous savez parler français, tout simplement. Et non pas juste avec un passeport ou un historique ou un CV. Alors, le gros point, c'était vraiment la mobilité francophone. Je ne veux pas partir dans beaucoup de schémas d'immigration. Forcément, les programmes d'immigration, il y en a plusieurs. Mais pour le but de ce webinaire-là, on va vraiment se cantonner à la mobilité francophone. Et puis, un autre type de permis aussi que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le permis jeune professionnel. Alors, le jeune professionnel, c'est un permis qui entre dans des accords internationaux que le Canada a avec certains pays. Donc, ce n'est pas avec tous les pays. Et on va appeler ça Expérience internationale Canada / permis jeune professionnel parce que c'est adressé aux jeunes de 18 à 35 ans. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez dans l'audience qu'on a aujourd'hui, mais c'est ça. C'est vraiment un permis facilité aussi. Il faut simplement souscrire à une assurance maladie, donc avoir une assurance maladie, avoir une offre d'emploi. Il faut que cet emploi-là reste dans le domaine d'expertise que l'on a déjà. Donc, si j'ai étudié en éducation pour un domaine en particulier, je vais montrer que je viens au Canada et que j'ai une offre d'emploi qui va dans la continuité, qui va dans le perfectionnement de ma carrière professionnelle. Voilà, on ne passe pas des études en droit à un métier de la petite enfance. Dans l'immigration, il faut que ça reste cohérent. Et puis ensuite, sur ce permis-là, on ne peut pas être accompagné de personnes à charge. Il y a d'autres types de programmes qui seront appropriés pour les personnes à charge, mais en tout cas, pour ce permis-là, vous venez seul. Donc, en résumé, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment certains pays qui ont des accords avec le Canada, mais c'est assez facilité aussi de passer par là. Un point sur tout ce qui est documentation. Comment se préparer au mieux? Et je vais insister sur ça parce qu'on voit trop d'erreurs, on voit trop d'ambiguïté. Donc, je préfère clarifier et puis vous donner des astuces en même temps, ce point de documentation-là. Alors, on va simplement les passer un par un. D'abord, le passeport. Vous venez au Canada pour faire un emploi. Vous avez une offre d'emploi, on va dire, donc Josh. Josh, on lui donne un contrat de travail qu'il signe et il se met d'accord pour 3 ans. Maintenant, il se trouve que son passeport a 2 ans. Périme expire dans 2 ans. Est-ce que vous pensez que l'agent d'immigration va lui donner ce permis de travail pour 3 ans? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas un permis de travail ou une autorisation, un visa ou autre, qui va excéder la validité du passeport. Donc, tous ceux qui ont un passeport qui vont se périmer à 6 mois, à 1 an, à 1 an et demi, je vous invite vivement à d'abord renouveler votre passeport pour ensuite faire des démarches. Ça peut se compliquer même une fois que vous êtes sur le territoire pour ensuite aller redemander un permis de travail sous prétexte que maintenant vous avez un autre passeport. Et ça peut prendre un délai aussi. Et si votre permis de travail expire, vous n'êtes plus autorisé à travailler, il faut arrêter. Vous voyez, ça peut vraiment partir dans plusieurs schémas là. Donc, il vaut mieux prendre ses précautions et avoir un passeport valide pour le maximum de temps possible. Ensuite, le CV. Le CV, au point de vue immigration, n'est pas le même que le point de vue recrutement. Du point de vue immigration, le Canada, si vous avez un permis de travail, si vous faites une demande de permis de travail, on va vous demander de tout leur donner tout simplement depuis 10 ans. Alors, sur 10 ans, vous allez devoir vous justifier sur qu'est-ce que vous avez fait et où est-ce que vous étiez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas forcément travaillé. Il y a des gens qui arrêtent pour voyager.
pour faire une formation, pour s'occuper des enfants, pour prendre une année de césure, etc., etc. Simplement qu'il faudra pouvoir justifier ça. Si on vous demande les preuves de où est-ce que vous étiez au moment X, il faudra pouvoir donner ces preuves-là et puis surtout répondre aux questions de l'agent. C'est vraiment pas quelque chose à négliger. Aujourd'hui, on a des agents d'immigration qui appellent des références, qui ont des outils de contrôle pour pouvoir vérifier que la personne dit vrai, tout simplement dans salle de compte. C'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère et je ne pourrais pas insister dessus. Je pourrais insister dessus, on va dire, pendant des heures parce qu'on voit beaucoup de problèmes liés à ça. Donc, s'il vous plaît, retracez sur 10 ans tout ce que vous avez fait. Et puis, ça m'invite aussi à faire la parallèle avec les certificats de police. Bien sûr, on va vous demander des certificats de police pour tous les pays où vous êtes resté plus de 6 mois depuis l'âge de 18 ans. Il y a certains certificats de police qui prennent un certain temps à obtenir ou alors qui se périment très vite. Si je prends par exemple le Maroc, pour les certificats de police, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle une fiche anthropologique. Et désolée, ce n'est pas anthropologique, c'est une fiche anthropométrique et ça dure 3 mois. Donc là, il faut se dire que dans 3 mois, ça va périmer. Et si on lance la demande d'immigration avec quelque chose d'expiré, forcément, on aura un refus ou alors on aura un message. Au mieux, on aura un message d'un agent d'immigration qui va dire, s'il vous plaît, merci de nous fournir des documents conformes et non expirés. Ensuite, vos diplômes. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous invite vraiment à regarder les guides et puis à vous rapprocher de la plateforme de maillage pour pouvoir voir quels sont les diplômes dont vous aurez besoin. Mais des fois, le Canada peut vous demander des diplômes, par exemple, de baccalauréat ou des certifications professionnelles que vous avez fait. Et ça, il faudra pouvoir fournir ces diplômes-là. Il faudra pouvoir aller les faire certifier conformes pour garantir l'authenticité de ces diplômes-là pour certains pays. Et puis aussi d'avoir les relevés de notes qui correspondent au diplôme. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez déjà faire avant même penser à immigrer au Canada, c'est d'être conforme au niveau de tous ces papiers-là. L'expérience prouvable. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a un souci avec plusieurs pays où il y a des gens qui n'ont pas forcément, on va dire, qui n'ont pas forcément de formalisme autour de leur emploi, que ce soit au niveau de la façon d'être rémunéré. Des fois, dans certains pays, c'est OK de ne pas avoir de compte bancaire, d'être payé en argent comptant, de ne pas avoir de fiche de paie, de ne pas recevoir de cotisations sociales. Vous comprenez bien que pour un agent d'immigration, ça peut passer ou pas. Et souvent, ça ne passe pas. Parce que comment prouver que vous avez une expérience si l'employeur ne vous a pas déclaré pour certains pays, si vous n'avez pas de fiche de paie, si… voilà. Il faut aussi vraiment se mettre à la place des agents d'immigration et se demander est-ce que cette personne-là, je la laisse passer ou pas, tout simplement. Et vous, de votre côté, messieurs et mesdames les travailleurs, c'est vraiment de regarder comment vous pouvez apporter le plus de solidité à votre dossier. Donc, j'ai fait ça de telle date à telle date. Voici ma lettre de référence. Dans la lettre de référence, voici le numéro de mon superviseur, son adresse email. Vous voyez, des choses très concrètes, très palpables, que demain, si l'agent il veut faire son enquête, il puisse juste valider le tout. Je n'ai pas eu, par exemple, de relevé de cotisation sociale. Ça, pour certains pays, notamment, je parle du Maroc. Donc, le Maroc est géré par le bureau de Rabat. Ça, c'est des choses qui peuvent entraîner le refus. Tout simplement, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de fraude. Il y a des pays qui sont sur liste rouge, des pays qui sont surveillés. Donc, forcément, ça, c'est vraiment des choses à garder en tête lorsque vous envisagez d'immigrer, en tout cas de sortir du pays. Je ne vais pas rester plus longtemps dessus. On va passer aux attaches au pays. Mais voilà, c'est vraiment un point important auquel il faut faire attention. Maintenant, les attaches au pays. Il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que vous avez… Alors, je vais peut-être arrêter mon écran, arrêter le partage de 2 secondes pour vous parler un peu plus de proximité. Je ne vois pas beaucoup de monde, mais en tout cas, je vois des noms. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez un permis de travail, c'est une autorisation temporaire. Ça veut dire qu'il y a un début et une fin.
lorsque l'agent d'immigration vous donne un permis de travail, ce n'est pas lui qui vous donne. On va dire lorsque vous recevez un permis de travail, pardon, l'agent, il va penser, est-ce qu'à la fin de votre séjour, vous allez retourner chez vous? C'est vraiment comme ça qu'ils vont aborder la question. Vous allez retourner chez vous. Comment on prouve que vous allez retourner chez vous? Eh bien, moi, chez moi, j'ai un bien immobilier, j'ai un appartement qui m'attend, j'ai ma maison qui m'attend, j'ai ma famille qui m'attend. Voilà, des choses très palpables pour qu'il n'y ait pas de sujet au niveau de cette question-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, ben ça y est, j'ai un permis de travail, je vais venir avec toute ma famille, et puis on immigre au Canada et c'est bon. » Ben, ces personnes-là, des fois, ils se retrouvent avec des refus parce que vous n'avez pas prouvé à l'agent que vous allez retourner dans votre pays à la fin de votre séjour. Et même si, j'ai envie de dire, même si vous avez pour projet de voir comment ça se passe et ensuite peut-être envisager une résidence permanente, s'il vous plaît, allez-y par étapes. Vous voyez que pour l'instant, vous êtes une partie permis de travail. Ça a un début, ça a une fin. Voilà, c'est simplement ça sur les attaches au pays auxquelles il faut faire attention. Je vais tout de suite repartager mon écran et on va repartir sur la suite. La visite médicale, forcément, vous allez travailler avec des enfants si vous êtes en petite enfance, ou même en éducation. Si vous êtes amené à être avec des enfants, c'est sûr qu'il faudra passer une visite médicale. Et puis, certains pays aussi exigent cette visite médicale-là. C'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance. Mais c'est sûr que ça génère des frais. Et les frais, c'est vous, c'est à votre charge. Donc, voilà, il y a une réflexion aussi à faire de ce côté-là. Et puis, la visite médicale, ça dure 1 an. Donc, il y a une validité de 1 an. Si vous savez que vous avez un problème niveau médical, un problème majeur, on va dire, c'est sûr qu'il vaut mieux se renseigner avant sur votre possibilité d'immigrer. Parce qu'il faut savoir que c'est très important pour le Canada de vérifier l'aspect admissibilité au niveau médical. Sinon, ils ne veulent pas de personnes qui seront sur le territoire et qui seront malades, donc qui vont dépendre de l'assistance gouvernementale. Pareil, au niveau criminel, hein, ça va de soi. Quand je parlais des certificats de police, on est d'accord qu'on parle de personnes qui ont des casiers judiciaires vierges, ou alors sinon, si vous avez eu quelque chose, vous avez eu ce qu'on appelle le pardon, et que voilà, tout est réglé au niveau criminalité. Voilà, il y aura encore des choses et des choses à dire, mais je pense qu'avec ça, vous avez quand même une bonne estimation de ce à quoi il faut penser en plus de votre CV et de votre partie purement recrutement. Alors, hop. Je vais faire un topo rapide sur la voie permanente. C'est sûr qu'il y en a qui se disent non, non, moi, je ne veux pas un permis temporaire, je veux tout de suite venir en résident permanent. Et ça, c'est sûr que ça peut se faire. Avec une offre d'emploi, forcément, ça ajoute des points à votre dossier si votre employeur est d'accord pour vous soutenir dans ce sens-là. Alors, pour l'employeur, et c'est ce que je disais au webinaire employeur, si vous aidez quelqu'un avec la résidence permanente, c'est sûr qu'à la fin, là, il est permanent. Permanent, ça veut dire qu'il est quasi citoyen, mais n'a pas tous les droits d'un citoyen, notamment le droit de vote. Mais c'est vraiment le statut qui vient avant la citoyenneté. Donc, il y a un risque forcément qu'une fois que vous ayez la voie permanente, eh bien, vous partez pour un autre employeur ou tout simplement dans un autre domaine d'activité. Mais vous, du coup, du côté travailleur, c'est sûr que si un employeur souhaite vous soutenir de ce côté-là, ça va vous rajouter des points dans votre partie permanente. Il y a différents programmes d'immigration. On va se concentrer sur un qui est souvent celui qui attire le plus d'attention. C'est tout ce qui concerne la voie permanente via les travailleurs étrangers. Les travailleurs qualifiés, étrangers qualifiés. Donc, travailleurs étrangers qualifiés, qu'est-ce qu'on va regarder essentiellement? On va regarder l'âge, d'accord? Donc, ça, je n'ai pas beaucoup à développer dessus. Plus vous êtes jeune, plus vous avez des points, tout simplement. Compétences linguistiques. Comme j'ai dit auparavant, on parle français, mais il faut prouver qu'on parle français. Et il faut faire des tests pour prouver qu'on parle français correctement, qu'on sait comprendre à l'écrit le français, qu'on s'exprime bien. Donc, expression orale, compréhension orale, expression écrite.
et compréhension écrite. Et c'est vraiment pas des choses à prendre à la légère. Moi, je peux vous dire que j'ai fait le test de français, j'aime bien le dire. La première fois, je n'ai pas eu tous les points à l'oral de français. Donc, c'est pour vous dire que, et je pense que mon français est plutôt bon, normalement. Donc, voilà, c'est vraiment pas des choses à prendre à la légère. Pareil, si vous avez des compétences en anglais, si vous parlez anglais, vous pouvez aussi aller faire un test d'anglais et gagner des points de ce côté-là. Donc, si vous pouvez vous préparer aussi à des tests d'anglais pour aller chercher le maximum de points possibles sur cette compétence linguistique. Et cette compétence linguistique-là, elle agit sur différents niveaux dans votre demande, parce qu'il y a aussi toute une partie sur votre capacité d'adaptation. Vous pouvez aussi gagner des points par rapport au fait que vous parlez français et anglais ou anglais et gagner justement sur cette partie-là. Ensuite, on va regarder vos diplômes. Ensuite, on va regarder votre expérience professionnelle, toujours prouvable. Il y a aussi des programmes provinciaux. On est d'accord que le Canada ne se limite pas à Toronto, Montréal, Vancouver. OK? Donc, il y a d'autres villes très intéressantes. Et justement, il y a des programmes provinciaux qui facilitent aussi qui facilitent l'arrivée de personnes, et pas que francophones d'ailleurs, mais c'est sûr que si vous êtes intéressé aux provinces un peu plus éloignées, non populaires, tout de suite, vous avez plus de facilité pour y accéder. Voilà. Alors, sur la notion de se faire accompagner, bien sûr, moi ce que je conseille toujours, c'est faites vos recherches. Déjà, faites vos recherches de votre côté. Voyez déjà si le Canada, c'est vraiment une destination qui vous convient. Ou alors, il y en a qui cherchent juste à fuir des situations, ils savent déjà que peut-être que le Canada, ce sera une bonne porte. Voilà, en tout cas, ne prenez pas les choses à la légère. Se faire accompagner, oui. Donc, la RDEE, comme l'a présenté Adèle au début, sur tout ce qui est employabilité, tout ce qui est recrutement, tout ce qui est intégration. L'immigration, moi de mon côté, donc c'est sûr, comme j'ai dit, donc je suis consultante en immigration, donc c'est ce qu'on fait tous les jours. Je vous laisse mes coordonnées, mon téléphone et puis mon adresse email. Donc, je suis plus disponible par email et puis le site internet. Mais ce que j'aurais à vous dire sur ça, c'est vraiment, ne prenez pas les choses à la légère, prenez une consultation peut-être avec un professionnel d'immigration. C'est Connexol Immigration. Hein. Voilà. Connexol Immigration. Oui, c'est ça. Connexol Immigration ou Connexol Immigration voilà, en français. Donc, c'est pas forcément, c'est pas forcément un webinaire de pub, c'est vraiment un webinaire informatif. Mais voilà, soyez conscient de la démarche, de la lourdeur de la démarche. Et puis, faites vos recherches, mais voyez aussi qu'il y a de tout et du n'importe quoi, franchement, sur l'immigration. Donc, assurez-vous que les personnes avec qui vous traitez soient réglementées et soient bien conformes pour ce qui est de l'immigration. Alors, j'ai beaucoup parlé. J'espère que je vous ai éclairci et apporté sur certains points. Maintenant, on va passer à la session de questions-réponses. Alors, je vais juste arrêter de partager mon écran. Stop sharing. OK. Voilà, je pense qu'on a un bon timing. Si je suis passée trop vite sur des choses, n'hésitez pas à me le dire et puis je reprendrai sur certains points. Alors déjà, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Ah oui, je crois qu'il y a plusieurs questions. Ah oui, il y a même des paragraphes. OK. Alors, je vais peut-être commencer par ce que je vois, tout simplement. Comment peut-on obtenir une licence d'éducateur d'enfance en Ontario si on n'est pas encore au Canada? Donc ça, ce serait plus une question pour la RDEE. Je sais pas si... Ouais. Je pense que j'avais mis la réponse dans le chat aussi. C'est que pour commencer le processus de reconnaissance des acquis, vous n'avez pas besoin d'être au Canada. C'est un processus que vous pouvez commencer à faire déjà à partir de de là où vous résidez. Si vous allez sur le site carrière-pe.com, sous l'onglet ressources, vous avez les guides d'intégration professionnelle
pour le personnel qualifié à l'extérieur du Canada. Donc, il y en a un pour la petite enfance et l'autre pour l'enseignement. Ça vous donne beaucoup d'informations sur les exigences par province et par territoire. Et ça vous donne aussi l'information sur qui sont les organes qui sont responsables de la reconnaissance des acquis. Donc, il y a des contacts là-dessus. Vous pouvez juste leur écrire, poser vos questions et puis commencer votre processus à partir de votre pays d'origine. OK, merci Adèle. Alors, je vois une autre question. Où peut-on entendre le webinaire pour les employeurs? Alors, le webinaire... Ça j'y avais déjà répondu aussi. Okay. Donc, okay. toute l'information est disponible sur carrière-pe.com. Sous l'onglet ressources ou événements, vous pouvez trouver le webinaire. OK, je vois les réponses. Okay. Pour être recruté de l'étranger en tant qu'enseignant, dois-je être impérativement résident permanent? Non. On a beaucoup de travailleurs étrangers qui sont justement pas résidents permanents. C'est la raison pour laquelle ils viennent en tant que travailleurs étrangers. C'est sûr que c'est plus compliqué, on est d'accord. Pour autant, surtout si vous vous intéressez aux provinces hors Québec, donc les provinces non populaires, donc peut-être partir, donc ne pas rester par exemple en Ontario, où l'Ontario c'est quand même le poumon économique du Canada, donc c'est vraiment là où tout le monde en général souhaite aller. Voilà, si vous allez peut-être, si vous regardez du côté du Nouveau-Brunswick ou d'autres provinces, ben là, c'est sûr que vous avez peut-être plus de chances parce que les employeurs recherchent vraiment. Puis, ils font aussi des salons virtuels de l'emploi. Nous, on a des gens qui sont, par exemple, au Cameroun et qui trouvent des emplois comme ça et qui viennent comme ça au Canada. Donc, c'est ça. Alors, s'il vous plaît, RD Canada, pouvez-vous nous envoyer une copie numérique de cette présentation dans nos boîtes email? Au revoir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de son, a priori. On est désolé pour ça. Je crois que même il y a des gens qui sont partis par rapport à ça. La présentation sera disponible sur le site, de la plateforme de maillage. Donc, vous pouvez y accéder à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'inscription ou quoi qu'on vous invite aussi à vous inscrire sur la plateforme pour pouvoir profiter de tous les avantages qu'il y a sur la plateforme et vous donner accès à la possibilité de postuler sur des offres d'emploi qui sont disponibles sur la plateforme. Mais si vous allez sur carrière-pe.com, vous avez le webinaire qui va être disponible là. OK. Alors, en Afrique, c'est pourtant une réalité, c'est triste d'apporter une solidité. Même signer l'attestation simple de travail, c'est un problème. Oui, dans ça, on en est clairement conscient. Mais c'est ça, comme je dis, il faut se mettre à la place de l'agent d'immigration aussi, voir qu'il y a énormément de dossiers, énormément de demandes. Donc, il ne passe pas 20 ans sur une demande, malheureusement. Donc, c'est sûr que c'est à vous de faire votre possible pour essayer de convaincre vos anciens employeurs, vos employeurs actuels, etc., qu'il vous faut des papiers, qu'il vous faut des arguments concrets pour pouvoir soutenir votre demande. Et puis, je vais dire... Vas-y, je t'en prie. Non, simplement, c'est parce que c'est ça, même nous aider aussi, nous, parce que les professionnels de l'immigration, c'est sûr que nous, on est là pour votre réussite et le succès de votre demande, mais il faut qu'on ait de quoi travailler aussi. On a des gens qui viennent et ils ont, comme je l'ai dit, ils n'ont pas de compte bancaire, ils ont été payés en cash, l'employeur, il n'y a pas de relevé de cotisation sociale, l'employeur ne veut pas faire une lettre, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est une collaboration. Là, il faut que l'agent, il n'est pas contre vous. Il faut juste bien comprendre ce qu'il recherche et bien comprendre aussi que, vous savez, il y a tellement de personnes qui ont abusé aussi du système, qui restent au-delà de leur période de séjour. Du coup, c'est pour ça qu'aussi, ils renforcent leur vérification et puis la dureté des fois de leurs décisions. Chantal, nous avons la race Ahmed qui a levé la main depuis un bon bout de temps. Vous pouvez aller de l'avant si vous avez une question à poser.
Bonsoir. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui. Alors, merci beaucoup tout d'abord pour cette présentation. On a trouvé beaucoup d'informations qui sont vraiment importantes pour le processus d'immigration. Bon, moi, je suis professeur en enseignement primaire. J'aimerais savoir si j'ai le droit de travailler en tant qu'éducateur au Canada ou bien j'ai besoin d'un certain certificat. Bon, parce que les provinces, je pense que chaque province, il demande un certificat pour exercer des métiers que ce soit en éducation ou bien en enseignement. Donc, si j'ai déjà de l'expérience, est-ce que j'ai le droit de travailler en tant qu'enseignant ou bien j'ai besoin de procéder à cette démarche-là pour avoir ce certificat? Merci beaucoup. Moi, je dirais, est-ce que vous avez d'abord une formation comme un certificat dans votre pays d'origine pour enseigner? Ben, bien sûr, j'ai le certificat de travail, j'ai fait une formation, mais pas nécessairement en éducation, mais j'ai une licence en université, tu vois. J'ai fait une formation pour devenir professeur. Donc, j'ai la paperasse qui justifie l'expérience, c'est tout ça, mais le certificat d'exercer nos métiers que je n'ai pas. OK, moi, ce que je conseille souvent, c'est toujours de quand même commencer le processus de reconnaissance des acquis, surtout si vous avez déjà une licence au niveau de votre pays. Mais là, ça dépend encore des provinces et territoires et des exigences des provinces et territoires. Euh, il y a des territoires ou des provinces où il n'y a pas autant d'exigences pour exercer dans ces métiers-là. Euh, En allant sur le guide d'intégration, vous pouvez avoir toute l'information, à savoir quelles sont les provinces qui exigent quel genre de diplôme, quel genre d'expérience. Et puis, il y a aussi par exemple, en enseignement, on prend parfois des suppléants pour travailler dans les écoles, ce qui ne nécessite pas forcément une formation en enseignement. Mais là, ça dépend encore de l'employeur ou des conseils scolaires. Donc, ça dépend aussi des provinces et des territoires. Donc, moi, je vous conseillerais quand même de commencer votre processus parce que vous pouvez le faire à partir de votre pays d'origine. Et puis, en contactant les organes qui sont responsables de la reconnaissance des acquis, ils vont peut-être vous donner une idée de quelle démarche que vous devez suivre, quels documents que vous devez fournir, ce genre de choses. C'est toujours mieux de se préparer avant d'arriver ici. Okay. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, c'est Wanji. Mais il lève la main, en fait, pas via le Zoom. Donc, je pense, Wanji, si vous avez une question, vous pouvez peut-être vous retirer votre micro et puis... Oui, il faudrait enlever le micro. Ok, une fois de plus, merci pour votre très belle présentation. C'est Joris Wandi, enseignant du secondaire, enseignant du lycée technique au Cameroun depuis 5 ans. Et je suis intéressé par la province du Nouveau-Brunswick. Et j'aimerais savoir si ce webinaire peut me permettre de remplir mon profil dans l'entrée express du Nouveau-Brunswick. Et également, j'ai aussi fait l'équivalence de mon diplôme d'enseignement de secondaire technique et par l'agence WES et qui a permis de sortir mon équivalence. Donc, je ne sais pas si tous ces éléments, et j'ai aussi un test de français. J'ai fait le test de français. Donc, je ne sais pas si tous ces éléments peuvent me permettre de compléter mon dossier et de faire ma demande pour le Nouveau-Brunswick. Oui, alors, d'emblée, ce qu'il faut savoir, c'est que le Nouveau-Brunswick, oui, vous pouvez faire une entrée express. Donc, c'est sûr que si vous répondez à tous les critères d'admissibilité, vous pouvez faire une entrée express. Maintenant, si vous passez par les travailleurs qualifiés, il faudra être soutenu par un employeur. Donc, c'est un peu particulier avec le Nouveau-Brunswick. Il y a quelque chose en ce moment qui se passe. Ils viennent de le mettre sur pause au niveau des nouvelles demandes. Donc, ils suspendent l'invitation aux nouvelles demandes, mais il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Et on va dire, c'est une voie d'accès à la résidence permanente où vous devez valider ou d'un emploi ou
d'une visite exploratoire. Vous n'avez pas forcément besoin d'un emploi avec cette catégorie-là. Vous devez juste venir faire une visite exploratoire et puis ensuite continuer vos démarches comme ça. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez considérer. Pour l'instant, comme je dis, ils viennent, il y a peut-être une semaine ou deux là, ils viennent de le mettre sur pause au niveau des nouvelles demandes, mais ça, sans forcément rester cantonné sur Entrée Express, ça peut être quelque chose qui peut aussi correspondre à quelque chose que vous pourrez prétendre. C'est sûr qu'il y a d'autres critères, hein. Il faut avoir entre 18 et 55 ans, et niveau diplôme, donc c'est ça, un minimum d'enseignement secondaire probable, test de français, voir les résultats et tout ça. Mais en tout cas, je peux vous conseiller aussi de prendre une consultation, que ce soit avec nous, un professionnel de l'immigration, pour voir quelles seraient vos options à ce moment-là, si vous n'avez pas l'appui d'un employeur. Voilà. Il ne faut pas rester juste cantonné sur juste une voie. Il y a des fois plusieurs choses qui peuvent être faites. Voilà. J'espère que ça répond un peu à votre question. Bon, alors je vois que le micro. Oui, alors, merci Chantal. On va donner la parole à Delphine qui a levé la main depuis un moment. Allô? Bonjour Chantal. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, je suis la coordinatrice pour l'Ontario, mais ma question, c'est est-ce que pour les travailleurs qui sont dans le domaine de la petite enfance et de l'éducation, est-ce qu'il y a un enjeu particulier actuellement? Est-ce qu'il y a un atout particulier par rapport à tout ce qu'il y a comme processus d'immigration qui fait que par rapport à quelqu'un qui est dans un autre domaine, ils sont plus avantageux ou en tout cas quelque chose qui pèse dans la balance au profit des gens qui sont dans le domaine de la petite enfance et de l'enseignement? Quelque chose qui pèse dans la balance au niveau immigration? Oui, au niveau immigration. Ben, le fait d'être dans le domaine de la petite enfance et de l'enseignement par rapport à quelqu'un qui est dans un autre domaine, est-ce que il y a un enjeu particulier ou un avantage? Alors, un enjeu particulier, non. C'est sûr que, comme je dis, avec les enfants, ce sera la visite médicale. Donc, si vous n'avez pas de problème majeur au niveau médical, ben, là, il n'y a pas de raison pour laquelle ce ne soit pas considéré. C'est sûr que par rapport aux gens, par exemple, de la tech, aujourd'hui, le Canada cherche beaucoup de personnes en informatique. C'est un peu moins favorisé parce que ça va prendre un peu plus de temps. Aujourd'hui, c'est vraiment les emplois sur c'est des domaines comme l'informatique qui vont vite. Donc, ça peut être un petit désavantage. Mais sinon, non, moi, je ne vois pas de gros problèmes majeurs au niveau immigration sur ces secteurs-là. Voilà. Je vois plusieurs autres mains. Je ne sais pas qui vient avant qui. Est-ce que Jalil Edbi peut poser sa question? Excuse-moi, Chantal, juste parce que excuse-moi, Adèle. J'avais entendu que dans les prochains jours, par exemple, par rapport aux critères d'admissibilité dans l'entrée express, il y aurait des critères des points qui seraient donnés par rapport à des domaines bien précis. Je ne sais pas si c'est quelque chose, est-ce que tu peux préciser ça ou c'est quelque chose de... Oui, alors ça dépend des domaines. Comme je dis, par exemple, Nouveau-Brunswick, pour reprendre l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, effectivement, tout ce qui est domaine de la santé, tout les domaines de l'enfance aussi. Il y a d'autres domaines aussi. Il faudrait que je le regarde, je ne connais pas tout par cœur, là. Mais vous pouvez gagner des points en plus pour ça. Mais ça, c'est plus au niveau de la résidence permanente, du coup. Donc, c'est vrai que sur cette catégorie-là, par exemple, mais c'est vraiment quelque chose qui est lié à la province du Nouveau-Brunswick. Donc, il faudrait regarder par province. Vous pouvez avoir un petit avantage, mais encore une fois, ce n'est pas ça qui va non plus tellement changer votre application. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder ça de plus près. Moi, je vous aurais conseillé aussi de prendre une consultation comme ça. On peut explorer tout ça en profondeur ensemble. Oui, Jalil peut poser sa question. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour votre belle présentation. Je suis du Maroc, je suis directeur d'école primaire et aussi j'étais enseignant pendant 18 ans. Dernièrement, j'ai reçu un certificat de la petite enfance de l'Alberta.
après avoir envoyé mes diplômes et relevés de notes au bureau de certification à l'Alberta. Ma question est la suivante. Est-ce que je peux décrocher un emploi avec cette certification niveau 1? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, Adèle, si tu veux répondre. Pour l'Alberta, je ne sais pas si Carole est sur la ligne. Je suis là, mais je ne sais pas si vous allez avoir un bon son. Pour te répondre, Dalil, en effet, c'est très bien d'avoir fait ces démarches avant d'arriver. Donc, tu as commencé à faire ton niveau 1. Et donc, en effet, les employeurs, quand ils font des recherches, quand ils recherchent les profils candidats, ils vont privilégier des gens qui ont déjà commencé leur démarche avec la province. Donc, c'est quelque chose qu'on vous encourage tous de commencer à faire. Donc, niveau 1, c'est, si tu veux, tu as 3 niveaux dans tout ce qui est petite enfance. Le niveau 1, c'est le premier niveau. Si tu as un niveau 2, tu seras un peu plus payé avec plus de responsabilités. Niveau 3, tu peux être directeur. Donc, en gros, tu as déjà un niveau pour être embauché comme éducateur à la petite enfance. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci, Carole. Est-ce que Abid peut poser sa question? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Je suis tunisienne, j'ai 42 ans. J'ai un brevet de technicien professionnel en jardin d'enfants dans une école privée et j'ai 4 ans d'expérience. Est-ce que j'ai la chance dans cette procédure pour trouver une embauche au Canada? Selon ce que vous nous décrivez de votre profil, moi, je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas de chance. Est-ce que j'ai la chance, parce que mon âge, 42 ans, est-ce que j'ai la chance de trouver une embauche au Canada? Ah, par rapport OK. Bah, alors ça, c'est vraiment en fonction des employeurs. Je ne sais pas, Oui. Adèle, ou alors Humaine, est-ce que vous avez des retours d'employeurs à ce niveau-là? Je sais pas. Non, en fait, c'est comme tu dis, Chantal, ça dépend de l'employeur. Ben, au Canada, on peut travailler jusqu'à 65 ans avant de prendre la retraite, mais est-ce que l'employeur a forcément envie de prendre quelqu'un qui est déjà dans cette tranche d'âge-là? Moi, je ne pense pas que c'est un problème, mais Okay. ça dépend vraiment des employeurs. Merci beaucoup. Merci. C'est ça mon question. Merci beaucoup. Merci. Kaina? Allô? Vous pouvez poser votre question? Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, je tenais à vous remercier pour ce webinaire, c'est vraiment intéressant. Ça a répondu à beaucoup de mes questions, mais j'aimerais bien avoir plus d'explications en ce qui concerne le personnel qui travaille dans le corps de l'armée. Donc, le personnel qui travaille par exemple, pour mon cas, je suis enseignante, mais je ne suis pas militaire. Je travaille dans le corps de l'armée, mais je ne suis pas, voilà, je ne fais pas partie des militaires. Donc, pour prouver mon expérience, malheureusement, je ne pourrais pas fournir de documents tels que des fiches de paye, par exemple, de certificats d'expérience. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez? Excusez-moi, je pose une question. Pourquoi vous ne pouvez pas fournir de certificat d'expérience? Ben, c'est parce que c'est un peu secret par rapport au nom. Je ne pourrais pas fournir d'informations par rapport aux responsables, aux dirigeants. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas de superviseur qui pouvait vous faire une lettre de référence disant, voilà, madame? Non, du moment qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, c'est un peu secret. Chez nous, c'est un peu secret. Donc, on ne peut pas divulguer comme ça des noms de cadres de l'armée. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, j'ai eu récemment un cas, c'est un plombier qui travaillait aussi dans un corps armé. Et c'est très difficile d'avoir une lettre d'emploi. Vous comprenez bien, comme je l'ai dit précédemment, comment on prouve l'expérience?
Voilà, c'est avec. Bon, j'ai tous les documents qu'il faut, mais malheureusement, je pourrais pas les. Enfin, c'est interdit. Voilà, je pourrais pas les fournir ou plutôt je pourrais pas les donner à une personne étrangère. Donc, c'est ça l'enjeu. Est-ce que vous avez votre contrat de travail? Oui, j'ai mon contrat de travail, j'ai une fiche de paie, c'est-à-dire j'ai tout ce qu'il faut. Je suis vraiment. Mais voilà. Bah, l'idée, c'est ça. Ce sera de porter un maximum de preuves. Peut-être comme ça, justement, donc avec votre contrat Oui, de en travail, votre parallèle. fiche de paie. Oui, donc en parallèle, madame, excusez-moi, j'ai fait une formation dans la petite enfance en tant qu'éducatrice de petite enfance. Et là, maintenant, je suis en train d'exercer mon métier, c'est-à-dire bon, pas mon métier parce que de formation, je suis enseignante. Et là, je fais l'éducation infantile. Donc, mais par contre, là aussi, je pourrais pas prouver que je ne pourrais pas aussi prouver que je travaille dans une crèche parce que par manque de papier aussi, de documents. Ok. Et vous êtes de quelle nationalité? Algérienne. Ok. Encore pour l'Algérie, je crois pas. Non, non, enfin, on a rarement eu des cas où ils demandent des relevés de cotisation sociale ou des relevés en particulier. Mais c'est sûr, comme je vous dis, l'idée, c'est de monter le dossier le plus solide possible. Oui, c'est ça, Voilà. exactement. Oui. Après, bon, on ne va pas inventer non plus des choses que vous n'avez pas. Mais Oui, en général, moi, je suis là pour pousser un peu plus, pour dire, écoutez, demandez à vos superviseurs, vos chefs, vos ci, vos ça, qu'est-ce qu'ils peuvent fournir, qu'est-ce qu'ils peuvent produire pour derrière, c'est ça, solidifier votre dossier. D'accord, merci bien, madame, merci bien. Delphine, est-ce que tu as encore une question ou c'est une ancienne main? Non, je crois que c'est une ancienne main. Ouais. OK. Alors, on a Bendabi, Nadia, qui a une question. Bonjour. Je vous remercie Bonjour. beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Je tiens à vous dire que je suis une enseignante au primaire au Maroc. J'ai 16 ans d'expérience et 2 ans d'expérience avec les enfants aux besoins spécifiques. Je vous pose une question à propos de mon expérience auprès des enfants, comment dire, qui ont des besoins spécifiques. Est-ce que ceci est demandé au Canada et comment prouver mon expérience? Ici au Maroc, on ne donne pas comment dire, on passe une entrevue et c'est ça. Après ça, on est embauché pour prendre soin de ces enfants-là. Est-ce qu'on peut postuler pour des emplois dans ce domaine-là et comment prouver, du temps que je n'ai pas de, comment prouver mon expérience? Merci. Mais c'est ça, ce sera un peu la même réponse que pour la personne précédente. Ouais. Je crois que c'était, je ne sais plus c'était quoi son nom, désolée. Mais je pense que c'est un peu la même réponse, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez apporter à côté de ça pour prouver votre expérience? Oui, comme je suis enseignante en primaire, j'ai débuté aussi ma demande de certificat en Alberta et j'attends la réponse. Et je pense que j'ai envoyé mes diplômes et tout, et mes relevés de notes. Et j'ai reçu pas mal de réponses des employeurs et tout, mais la réponse c'était comment dire, le temps, le grand temps, qui sont très, comment dire, très ils avaient besoin, comment dire, tout de suite d'un travailleur. Ils n'avaient pas le temps d'attendre quelqu'un de venir de l'étranger. C'est ça oui, c'est ça qui m'a. J'ai fait pas mal d'entrevues en Ontario et aussi au Nouveau-Brunswick et tout, mais c'est ça qui me, comment dire, qui a arrêté ma procédure et mon processus d'embauche. Oui, c'est ça. En général, c'est ça le problème, hein. Je veux dire, on est dans des environnements assez bouillants où les employeurs ont besoin de quelqu'un pour hier. Donc, oui, à partir de là, c'est sûr qu'il y a un challenge. Maintenant, comme je vous dis, vous pouvez avancer, par exemple, le programme de la mobilité francophone qui va quand même plus vite que le programme de recrutement des travailleurs
classique, de travailleurs étrangers classiques. Et on passe du simple au double. Hein. Ça veut dire qu'une mobilité francophone, ça peut prendre 3-4 mois, là où une procédure classique va prendre 8, 9 mois, des fois plus d'1 an. Ça dépend. Oui. On peut jamais être trop précis avec les délais dans l'immigration. Mais c'est ça, vous pouvez essayer au maximum de voilà, vous mettre en avant et puis montrer que vous avez des programmes qui peut, en tout cas, qui peut accélérer les attentes. Voilà. Oui, On d'accord. peut attendre moins de temps. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Aussi, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous avez vos cotisations CNSS? Oui. D'accord, ok. Bon, c'est bon. Oui, oui. Oui, j'ai mes fiches de paie et tout. Oui. Si Chantal, Cédric, est-ce que vous pouvez poser votre question? Ça va. Ah, c'est quoi? Viens chez toi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit fermer son micro, s'il vous plaît. Monsieur Cédric, est-ce que vous avez une question? Tu t'es fermé là-bas. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Les personnes qui ne sont pas en muet. Oui, là, quand tu es des réseaux. Est-ce qu'on peut manuellement couper les micros ou pas? Est-ce qu'on peut manuellement couper le micro? Chantal. Cédric, si vous ne pouvez pas poser votre question de façon verbale, est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat? Ok, super. Merci pour le micro. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Cédric depuis le Cameroun. Et je suis enseignant au niveau secondaire depuis 8 ans déjà. Et ma question est de savoir, en fait, j'ai démarré la procédure pour avoir une certification de l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Ma question est celle de savoir, avant d'obtenir la certification, est-ce que je peux déjà exercer comme enseignant au niveau secondaire au Canada? Avant d'obtenir la certification, est-ce que vous pouvez exercer au Canada? Alors, ça dépend. Je l'avouerai. Peut-être que la RDEE, vous savez un peu plus qu'est-ce qu'il en est des certifications, des besoins en certification déjà? En Ontario, c'est quand même assez compliqué. Mais je sais qu'il y a des employeurs, des conseils scolaires parfois qui prennent des personnes qui viennent de l'extérieur comme suppléants pour commencer à travailler dans les conseils scolaires comme enseignants au secondaire ou au primaire. Mais là encore, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'employeur lui-même et ça dépend des réglementations en province. Est-ce que, Delphine, si tu es là, est-ce que tu peux peut-être apporter un élément de réponse par rapport à l'Ontario? Je pense que Delphine est déjà partie. Par expérience, moi, j'ai eu à avoir des personnes qui sont venues de l'extérieur et qui ont travaillé comme suppléants dans les conseils scolaires et en attendant d'avoir leur certification comme enseignant. Donc, c'est possible, mais ça, c'est du cas par cas et ça dépend des conseils scolaires, en fait. D'accord. Et au-delà, en fait, à défaut d'avoir la certification, est-ce qu'on peut exercer au niveau secondaire ou primaire dans un autre domaine? C'est-à-dire que même si on n'est pas enseignant directement, est-ce qu'on peut faire autre chose en dehors du fait d'être enseignant à temps plein ou bien avec les suppléances?
Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait entrer en contact directement avec les conseils scolaires. On en a pas mal de conseils scolaires sur notre plateforme de maillage. Si vous vous inscrivez sur la plateforme, il y a possibilité que vous entrez en contact avec les conseils scolaires pour leur poser ce genre de questions. Il y a souvent des postes d'enseignants, des postes administratifs. Il y a toutes sortes de postes dans les conseils scolaires, mais est-ce qu'ils sont prêts à prendre quelqu'un de l'extérieur pour venir travailler en administration? Ça, je ne peux pas vous garantir. Nous, la plateforme se concentre principalement sur les métiers reliés à l'enseignement et à l'éducation de la petite enfance. D'accord, merci bien. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il y a M. Wanji qui lève la main à nouveau. M. Wanji, si vous voulez retirer votre micro. Ok, merci une fois de plus. Et ma question a deux volets. Je vais commencer par la première. Concernant le système de maillage, à quel moment doit-on prouver les éléments qui attestent nos années d'expérience? Et la deuxième des choses, c'est, deuxième question, j'aimerais savoir quelle est la procédure pour obtenir un certificat d'enseignement pour le Nouveau-Brunswick ou alors pour une autre province hors du Québec. Et je vais aussi chuter par une dernière question. J'aimerais savoir, par exemple, chez nous, au Cameroun, lorsque tu commences le métier d'enseignant, on te fournit, ou alors à l'établissement, on te fournit un papier qu'on appelle attestation de prise de service. Bon, et après cette attestation de prise de service, après chaque 3 mois, on te donne une présence effective au poste. Je ne sais pas si ces deux éléments sont suffisants pour prouver les années d'expérience obtenues au cours de l'enseignement. C'est toutes mes questions. Merci. Mais en fait, sur la plateforme de maillage, nous, on fait une présélection au départ des candidatures, c'est-à-dire qu'il y a un formulaire que vous allez remplir et dans ce formulaire, ça demande, il y a des questions bien spécifiques par rapport à combien d'années d'expérience que vous avez, quel genre de formation que vous avez. Et nous, c'est une présélection qu'on fait et si on vous donne accès à la plateforme, ça sera à l'employeur maintenant qui est intéressé par votre profil de faire le suivi s'il a besoin de preuves de tel ou de tel diplôme ou de tel du nombre d'années d'expérience. Nous, on permet juste de faire la présélection au départ et puis c'est l'employeur qui va prendre la relève après sur la plateforme s'il a besoin de ce genre d'informations. Par rapport à la certification, le processus de reconnaissance des acquis, c'est comme je l'avais déjà mentionné beaucoup plus tôt tout à l'heure, c'est qu'il y a des organes dans chaque province et territoire qui sont responsables de la reconnaissance. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est aller regarder le guide d'intégration et ça vous donne tout le processus et toutes les démarches pour commencer, tout le processus pour pouvoir commencer votre démarche. Nous, au niveau de la plateforme, on ne s'occupe pas de cette portion-là. On s'occupe de mettre en lien les chercheurs d'emploi et les employeurs. Tout ce qui concerne la reconnaissance des acquis, on donne l'information qui est disponible. On a rassemblé toute l'information dans un recueil. Donc, ça vous permet de pouvoir commencer vos démarches. Et la troisième question, je m'excuse, je ne me rappelle plus c'était quoi la troisième question. Oui, je disais tantôt. Allô? Oui, je vous écoute. Ok, je disais tantôt que chez nous au Cameroun, lorsque tu commences le travail, tu signes un document qu'on appelle attestation de prise de service. Et après chaque 3 mois, on te délivre un autre document qu'on appelle présence effective au poste. J'aimerais savoir si l'ensemble de ces documents-là peuvent être suffisants pour prouver les années d'expérience.
Moi, je ne pense pas être capable de répondre à cette question. Ça dépend vraiment de l'employeur ou des organes. Ça dépend de l'employeur qui va vous embaucher. Si c'est un document qu'ils prennent en compte, ben, c'est bien pour vous, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut garantir à l'avance que c'est suffisant pour prouver. Tout ce que moi, je sais, c'est que pour sur la plateforme de maillage, par exemple, quand vous vous inscrivez, pour ce qui est de la petite enfance, on demande un minimum de 2 ans d'expérience dans ce domaine-là. Mais si vous êtes capable de prouver que ben, vous avez au moins 2 ans d'expérience dans ce domaine-là, je pense que c'est suffisant pour les employeurs. D'accord, merci. Alors, il y a des questions dans le chat qui sont assez liées au métier de la petite enfance de l'éducation. On va vraiment vous recommander d'aller sur la plateforme de maillage et voir déjà l'information qu'il y a là. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis enseignante au primaire au Maroc. Est-ce que je peux travailler comme éducatrice en petite enfance au Canada? » Merci. Enseignante au primaire au Maroc. Ben, en fait, il y a des provinces ou territoires où il n'y a pas vraiment toutes ces exigences-là. Donc, en allant dans le guide, vous pouvez savoir lesquelles. Mais il y a d'autres provinces qui ont vraiment des réglementations assez strictes. Même si vous avez l'expérience comme enseignant, vous ne pouvez pas forcément travailler en petite enfance si vous n'avez pas les diplômes en petite enfance. Donc, il faut vraiment regarder ce document, ça devrait être comme votre Bible. Vous devez vraiment regarder ce document parce qu'il y a vraiment de l'information pertinente et ça vous permet, ça vous facilite aussi dans votre processus de recherche d'emploi. Vous savez que si je vais au Nouveau-Brunswick ou en Alberta ou en Ontario, voilà les exigences. Donc, on a mis toute cette information au même endroit. Alors, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Il nous reste 1 minute. Moi, ce que je voulais encourager toutes les personnes qui sont intéressées à travailler dans le domaine de la petite enfance et de l'enseignement au Canada, vous pouvez vous inscrire sur notre plateforme. Donc, vous allez à carrière-pe.com. Vous allez sélectionner le formulaire qui est réservé pour les travailleurs qui viennent de l'extérieur du Canada. Et il y a des informations pertinentes qu'on vous demande là-dedans. Et si vous êtes validé, présélectionné, on va vous donner accès à la plateforme. Et là, vous pouvez commencer à interagir avec les employeurs, aller voir les offres, postuler et tout ça. Si vous avez déjà vous avez un diplôme en petite enfance ou en enseignement, vous pouvez déjà commencer à faire vos démarches à partir de votre pays d'origine. C'est toujours bien de s'y prendre un petit peu avant même d'arriver au Canada parce que ce sont des choses qui peuvent se faire en ligne. Vous n'avez pas besoin d'être sur place pour commencer votre démarche. Et toujours sur le site, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à nous écrire. On a nos coordinatrices dans les différentes provinces et territoires qui pourront vous aider avec vos démarches. Et puis, si vous avez des questions sur le processus d'immigration, encore une fois, vous pouvez contacter Chantal qui vous a donné ses coordonnées. Donc, elle se fera aussi un plaisir de vous aider. Voilà, donc je voudrais remercier d'abord Chantal pour sa belle présentation et toutes les questions auxquelles elle a apporté des réponses. Je voudrais remercier Carole aussi de l'Alberta, qui est une de nos coordinatrices, qui nous a aidés aussi dans une des réponses qu'une personne a posées. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres webinaires à l'avenir. Dans tous les cas, restez aux aguets. Sur notre plateforme, quand il y a des événements à venir, nous mettons ça sur la plateforme et vous pouvez aller visiter à n'importe quel moment pour savoir qu'est-ce qui se passe sur la plateforme. Merci à chacun et chacune de chez vous, là où vous êtes. Bonsoir ou bonjour.
Donc, on se retrouve à très bientôt. Merci à tout le monde.